Chante, rossignol, chante, chante, rossignol, chante. Ah, non, 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 je tiens pas cette note, non. Bonjour et bienvenue pour ce top retour sur Cendrillon. On termine enfin cette trilogie, hein. Ça a pris le temps puisque ça a vraiment été fait en plusieurs temps. Ah, on fait le 2 en premier, puis le 3, puis le premier. Voilà, un bel ordre donc, et ouais, vous avez voulu que je complète la trilogie. On sent dans les votes, lorsque je donne pas de sondage, que vous êtes moins impliqués qu'avant. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a moins de films qui vous inspirent pour les top retours. Et je peux comprendre ça parce que c'est également mon cas. Il n'y a pas vraiment de film qui m'inspire particulièrement pour faire un top retour précis. Donc, je pense que c'est un signe que d'ici peu de temps, il va falloir que je ralentisse un peu ces vidéos, hein. Vraiment. De toute façon, qu'on soit bien d'accord, là c'est un message que je fais comme ça, je pense que je préciserai vraiment ça en détail pour 2022. Je m'attendais à en faire moins pour cette année 2021 en termes de boulot, mais il va vraiment falloir que j'en fasse drastiquement moins par la suite. Parce que je ne peux pas gagner ma vie comme ça. Je n'arrive pas à gagner ma vie comme ça, malheureusement. Donc, ralentir un peu les top retours, ce serait un bon début, je pense. En tous les cas, Cendrillon, film que je trouve pas mal, sur lequel j'ai dit des bons et des mauvais points. Donc, on va revenir sur le positif et le négatif. Ça n'a pas été si simple que ça à poser ce top 10 en fait, parce que je n'ai pas beaucoup de choses à lister en ce qui me concerne, ce qui m'a marqué dans ce film. Il y a vraiment des gros morceaux qui occupent une bonne partie du film. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler complexe dans l'écriture. Il n'y a pas 50 000 choses à analyser. Il y en a un peu, bien entendu, qu'on soit bien d'accord, mais il n'y a pas 50 000 choses à pointer différemment pour vraiment définir une liste comme ça. Ce qui fait que le top 10, ça a été un peu difficile de jauger ça, mais j'ai fini par trouver 5 points positifs, 5 points négatifs, et on s'y lance tout de suite, c'est parti pour le top 10 des meilleurs et pires points de Cendrillon, premier du nom. Patati et patata toute la journée, ça n'arrête pas. Numéro 10, la VF de Cendrillon. Qu'elle est belle! Oh, je suis folle de bonheur. Ah, j'ai un petit peu raclé les fonds de tiroir pour celui-là parce que, bon, c'est vraiment très propre à nous puisque la VO est de très bonne facture. Mais il faut avouer que, autant les suites, la VF est de très bonne qualité, hein, j'ai rien de spécial à dire contre la VF, autant le doublage pour notre héroïne principale, les autres ça va. Les autres personnages ça va, mais le doublage pour notre héroïne principale était assez plat. Honnêtement, et on sent que ça a essayé de faire un peu du Blanche-Neige dans le ton, seulement pour des considérations très différentes. Cendrillon, ce n'est pas Blanche-Neige dans le comportement, dans le caractère, et ça n'a pas rendu si bien que ça. Vraiment. Elle a de ces répliques qui sont pas naturelles, vraiment pas. Et c'est dommage pour un aussi bon personnage. Numéro 9, essayage et temporalité. Vous gérez le temps dans votre histoire de façon, je trouve, grossière. Vraiment. Parce que essayer une chaussure, ça demande pas des heures. Vraiment pas. Je veux bien croire que les belles-sœurs, les vilaines belles-sœurs, insistent et tiennent à essayer ça le plus longtemps possible, mais ça ne devrait pas permettre à nos souris de faire cet aller-retour qui leur prend je ne sais combien de temps afin de libérer Cendrillon. Ça ne devrait clairement pas. Mais c'est pour les besoins de la mise en scène et c'est pas si grave que ça. Je peux très bien comprendre la chose. Mais c'est juste pour dire que ça aurait été plus logique et pas compliqué que ce sauvetage se lance plus tôt. Que nos souris aient déjà bien entamé la rescousse de Cendrillon avant que le duc n'arrive pour l'essayage. Et ça aurait arrangé un tout petit peu la chose, ça aurait rendu la temporalité beaucoup plus acceptable. Ce genre de petits détails, ça montre qu'on fait pas gaffe totalement à ce qu'on écrit et que ça aurait été mieux. Et c'est, je pense, la chose qui m'embête un tout petit peu, un chouïa là-dedans, hein, c'est que ça demandait rien.
Rien pour arranger ça, juste nos souris qui commencent plus tôt, c'est tout, et ça aurait été bon. Ne pas faire gaffe à ce genre de détails, ça montre que lorsque quelqu'un dit « Oh, c'est Disney, ils savent exactement ce qu'ils font dans les détails », non, ils savent pas ce qu'ils font dans les détails. S'ils savaient ce qu'ils faisaient dans les détails, ils auraient mieux arrangé la chose. Ils auraient mieux réfléchi à ce genre de détails-là. Mais non, ils le font pas. Donc, c'est le genre de truc que je tiens vraiment à souligner parce que quand quelqu'un dit « Oh, c'est réglé totalement au poil de cul près, les films Disney, ce sont des pros, etc. » Non, c'est clairement pas réglé au poil de cul près. Il y a des choses à redire dans la façon dont les choses s'enchaînent. Et gérer ce genre de choses, quand moi, un néophyte, même quand j'étais petit, ça me posait problème, je pouvais voir que ça gênait et je pouvais facilement trouver un moyen d'arranger ça. Ça montre qu'il y a un manque. Il y a un manque d'attention notable dans l'écriture qui aurait facilement pu être réglé. Numéro 8, le prince McFad. Ouais, le prince, c'est pas du tout mémorable, il est plat, il a aucune personnalité, on le montre à peine. C'est déjà dingue qu'il ait quelques répliques, parce que limite, on aurait pu les sauter, quoi. C'est un peu gênant quand on est censé mettre en avant quand même que la finalité, c'est l'histoire d'amour de Cendrillon. Le fait qu'elle ait le bonheur en trouvant cet amour-là. Après, je trouve pas que ce soit si grave que ça, tout comme les 2 points précédents, parce que la finalité, au bout du compte, c'est pas tant qu'elle se marie avec quelqu'un, c'est qu'elle trouve le bonheur. Et c'est un petit peu le trophée qu'on met en place, quoi. Le prince et sa richesse, son statut de princesse qu'elle trouve, c'est sa récompense après tout ce qu'elle a enduré. N'empêche que oui, sa récompense aurait pu être un tout petit peu plus étoffée, hein, faut pas se leurrer. Et c'est un peu gênant pour le personnage, surtout qu'il a fallu attendre le 3e film pour commencer à vraiment l'étoffer un tout petit peu, ce qui est assez dingue, hein. Donc, ouais, c'est un manque notable de ne pas avoir développé le prince, surtout quand on sait qui aura été à fond développé après, mais je peux pas non plus faire comme si c'était grave parce que le propos central c'est le développement de Cendrillon et le bonheur qu'elle finit par trouver. Et en ça, je trouve que le final réussit quand même son pari. Il aurait été plus fort si on avait davantage mis en avant, davantage développé le personnage à côté. Numéro 7, la marraine fée. J'apprécie beaucoup son caractère très maternel, surtout envers Cendrillon qui n'a jamais eu vraiment de figure maternelle de toute sa vie. Et ce qu'elle lui apporte après qu'elle soit tombée aussi bas, je trouve que c'est assez joli, ça tombe assez bien pour le contraste avec la scène précédente dont je parlerai dans un certain temps. Pour nous transmettre que quels que soient les malheurs qui nous tombent dessus, ça peut toujours à un moment donné s'arranger pour le meilleur. Qui est un petit peu naïf une fois de plus, mais j'avoue que dans le cadre de ce conte de fées, ça passe très bien. Et voilà, elle a la bonne personnalité pour rassurer Blanche-Neige, et les quelques minutes où elle apparaît, elle est très notable, très marquante. Elle a une chanson sympathique, même si elle se répète un petit peu trop, et elle apporte quelque chose, En dépit du fait que oui, on est dans un univers qui n'est pas vraiment magique avant son apparition, je trouve qu'elle apporte une bouffée d'air frais, vraiment bienvenue à ce moment précis de l'intrigue, et elle vaut quelque chose pour ça. Numéro 6, les chansons. Elles sont sympas. C'est pas les plus marquantes, même s'il y en a quelques-unes qui sont suffisamment mémorables, comme évidemment Bibidi Babidi Bou, mais aussi Le rêve d'une vie, toujours aussi mal traduit, mais bon, tant pis. Ces chansons-là sont suffisamment fortes et harmonieuses pour appuyer les personnages. J'aime qu'on joue sur la différence de calibre entre Javotte et Cendrillon avec Chante Rossignol chante. C'est joli, il y a beaucoup de moments qui sont bons là-dedans grâce à ces chansons et elles accompagnent bien le film. Pas grand chose à dire de plus. Numéro 5, la scène de la robe déchirée. C'est un moment vraiment fort. Beaucoup y voient une métaphore du viol. Je vois d'où ça vient, parce que c'est quelqu'un qui est privé de son libre arbitre avec une violence particulière. C'est un peu logique d'y voir cette métaphore comme ça, et c'est un peu le moment fort où Cendrillon est vraiment 6 pieds sous terre. Elle avait cet espoir d'échapper à son malheur avec ce bal, et tout d'un coup, alors qu'elle pense pouvoir atteindre ça, on lui ôte cet espoir avec fracas, dans une mise en scène vraiment violente qui vous prend aux tripes, et c'est fort, c'est vraiment fort sur le coup, et ça aide beaucoup le soulagement après coup avec la marraine fée, lorsque ça va s'arranger pour elle.
Il y a ce besoin, je pense, pour qu'un personnage puisse être satisfaisant dans son heureux pour toujours, dans le bonheur qu'il atteint, de le voir tomber vraiment bas. Ça ne rend que plus fort le moment où plus tard il atteindra la satisfaction qu'il recherchait, et c'est parfaitement réussi en ce sens. Numéro 2, la marâtre. Très bon personnage de méchant qui n'a pas de super pouvoir, qui n'essaye pas de contrôler le monde, d'avoir de grands pouvoirs, même si au bout d'un moment ce sera un peu le cas pour Cendrillon 3, mais c'est surtout une méchante qui est définie par sa considération d'une personne et comment elle manipule cette personne, comment elle joue sur sa vie. Vraiment, elle a ce besoin de contrôle sur ce qu'elle peut contrôler, la marâtre, et elle peut contrôler Cendrillon pour qu'elle soit sa boniche, parce qu'elle la considère mal comparée à ses filles. Et je trouve même que dans un sens, le fait que ses filles ne soient pas aussi gracieuses que Cendrillon, ça doit un petit peu l'énerver. Elle doit se dire, merde, cette fille qui n'est pas le fruit de mes entrailles est mieux lotie physiquement que la chair de ma chair, je vais lui en faire baver à cette connasse. Peut-être pas dans ces termes-là, mais un petit peu dans l'idée, je pense. Il doit y avoir cette espèce de jalousie un petit peu, de considération qu'avait aussi son mari pour sa fille. C'est un truc qu'on montre rapidement en intro, donc c'est vraiment de l'extrapolation que je me fais. Et elle a dû avoir vraiment une rancœur contre elle dans la considération qu'avait son père pour elle. Et on sent qu'elle tient absolument à ce qu'elle reste une moins que rien et que c'est une histoire d'orgueil, une affaire d'orgueil de sa part. Et donc elle essaie de contrôler le plus possible la vie de cette fille parce qu'elle ne veut pas qu'elle ait le bonheur, elle veut qu'elle soit misérable. Et ça en fait une trouduque vraiment percutante, vraiment percutante, c'est super fort ça. Elle est géniale en tant que méchante et elle remplit parfaitement le rôle qu'on lui attribue. Sans avoir de super pouvoir, sans poser des enjeux à grande échelle, c'est une antagoniste terre à terre, si j'ose dire, parfaitement réussie. Numéro 3, les animaux envahissants. On passe le tiers du film sur Gus et Jacques, leurs petites péripéties avec le chat, les quelques moments guignols avec les animaux de la ferme, et c'est pas que c'est si affreux que ça en soi, mais punaise, ça gâche le récit. Ça gâche le récit parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la vie de Cendrillon. Le fait de la voir se sortir de ce pétrin dans lequel elle est depuis son tout jeune âge et passer autant de temps sur du cartoon avec les souris et le chat. Je vous jure, c'est lourd à subir dans un film où ce n'est pas ce que tu attends, ce n'est pas le vrai propos. Mais pourtant, on essaye de faire en sorte que ce soit le vrai propos. Et dans l'absolu, pour du cartoon entre un méchant chat et des petites créatures, et j'ai vu largement mieux aussi. J'ai vu Titi et Gros Minet, j'ai vu Tom et Jerry, c'est quand même beaucoup plus puissant en termes d'impact, en termes de comédie que ça. Ça me fait tout juste sourire si vraiment je prends ça à part, mais vraiment tout juste, mais je vais pas voir ça à part. Évidemment, je vais voir ça par rapport à comment ça s'incorpore dans le film. Et dans le film, ça fait juste traîner les choses. Mais à mon goût, pas autant que numéro 2, le roi envahissant. Oh, je le supporte tellement pas, ce blaireau. C'était tellement un ahuri fixé sur un truc que ça en devient juste ridicule. Je veux dire, au moins les remplissages sur les rongeurs et le chat Lucifer, si je les vois à part, ça fait un peu sourire. Même si je vois ça à part, ça me fait pas sourire. C'est de la perte de temps pure et dure, où je vois juste un blaireau être totalement obnubilé par un truc compréhensible dans l'idée, avoir des petits-enfants, mais c'en est au stade où c'est juste grotesque. Et tous les moments où on se centre sur lui plutôt que sur le prince, plutôt que sur d'autres choses, pour appuyer ce qui se passe du côté royal concernant donc le bal ou la recherche de Cendrillon, je me dis mais pourquoi lui? Pourquoi avec ce ton-là? Vous cherchez plus à raconter quelque chose de sérieux, vous cherchez juste à faire rire les tout-petits avec un personnage complètement grotesque qui en fait des caisses. Et c'est stupide.
Ce n'est pas ça Disney, même dans les premiers films, ce n'était pas que ça Disney. Même les tout premiers films savaient prendre leurs enjeux et leur développement majoritairement au sérieux. C'est pas le cas ici. Les développements, le temps qu'on alloue à ce genre de choses, ce n'est pas traité au sérieux, c'est de la blague. Il est techniquement important dans l'intrigue la plupart du temps parce que c'est lui qui est le moteur des événements qui ont lieu. C'est lui qui est responsable du bal, c'est lui qui est responsable de la recherche de Cendrillon pour la pantoufle de verre qu'elle a laissée. C'est lui qui est à l'origine des développements importants de beaucoup de choses. Et il est juste traité à la blague, du début à la fin. Il n'y a jamais un seul putain de moment sérieux autour de lui. C'est ridicule. Et ce personnage est saoulant, il est vraiment saoulant à cause de ça. Il illustre le plus le remplissage malvenu de ce film. Et c'est franchement dommage parce que, à côté de ça, au centre, on a le point numéro 1, Cendrillon. Le personnage central est un des meilleurs personnages d'héroïne Disney qui existent. Je le trouve encore à ce jour, même sans prendre en compte Cendrillon 3, qui, pour moi, la développe encore plus, la rend encore plus sympathique, vraiment plus prenante, mais même sans prendre en compte Cendrillon 3, j'adore Cendrillon. Je trouve que c'est un personnage extraordinairement touchant. Donc, malheureusement, elle n'est pas aidée par sa VF, mais si on oublie la VF, elle est extraordinairement touchante dans ce sale destin que la vie lui a tendu et qu'elle essaye de vivre en gardant un optimisme, en gardant un espoir. C'est pour ça que lorsque cet espoir se brise l'espace d'un instant, on est ultra attristé pour elle, parce que elle ne mérite pas ça. Et c'est pour ça que lorsque le bien lui arrive enfin, on a une joie particulière, vraiment intense pour elle, en tout cas moi, hein, évidemment, hein, ça dépend de la personne qui regarde ça, mais punaise, elle est tellement forte dans ses aspirations et dans sa mentalité face à la saleté qui lui tourne dessus depuis presque le début de sa vie qu'on ne peut pas, pour moi, ne pas avoir de l'attache sincère envers elle, ne pas avoir d'empathie vraiment forte envers cette jeune fille. Et vraiment, lorsqu'on se centre sur elle, ses problèmes, ses aspirations, elle porte le film avec tellement de brio que ouais, quoi, il mérite le coup d'être vu rien que pour ça. Même si on passe pas autant de temps sur elle. Alors qu'on le devrait, vraiment on le devrait, merde. Pour moi, Cendrillon est avec Belle un exemple parfait du fait qu'une héroïne Disney n'a pas besoin d'être ultra badass et de défoncer des culs pour être ultra impactante. Il suffit juste d'avoir une mentalité vraiment forte et prenante et ça suffit à la rendre attachante et vraiment marquante. Et c'est exactement le cas pour Cendrillon, c'est une héroïne vraiment attachante. Vraiment attachante. Et j'avoue qu'en plus de ça, elle est bien développée dans le troisième film pour qu'elle soit encore plus forte à mes yeux. Donc elle sauve grandement le film en dépit des remplissages. Voilà qui conclut donc cette trilogie Cendrillon. Comme je l'ai dit, j'hésite un petit peu à faire un top retour pour le mois prochain. C'est pas impossible que je fasse un truc tous les 2 mois maintenant. Parce que je commence vraiment à ne plus avoir d'idées, à plus avoir d'envie précise de films sur lesquels revenir. Et le seul truc que je pourrais vous proposer régulièrement, c'est de revenir sur les suites qui compléteront une trilogie, une franchise que j'ai entamée. Limite, je peux faire ça, si vous le souhaitez vraiment. Et je pense que c'est ce qui va se faire. Voilà, je vais mettre directement en sondage les films qui compléteront une franchise que j'ai déjà traitée et choisissez. Et je pense que ça va être un truc simple, je pense que je vais faire ça par décompte. C'est-à-dire que je fais le plus voté, le moins voté, petit à petit. Comme ça, ce sera dégressif et je pense qu'on aura complété. C'est le mieux à faire. On a atteint le stade où j'ai le sentiment que j'ai plus rien à rajouter. Et s'il y a des top retours particuliers que vous voulez que je fasse, eh bien, il existe toujours Tipeee. Ah, on verra bien, on verra bien. En tout cas, merci d'avoir suivi. À bientôt donc pour le top retour. Peut-être le mois prochain, peut-être dans 2 mois, je sais pas exactement. Il y aura toujours, je pense, des top retours qui seront commandés sur Tipeee. Ça n'arrête pas depuis quelques temps, donc ça me surprendrait que ça s'arrête, mais je ne peux pas dire avec certitude. À très bientôt. Bye.